Sainte-Anne-des-Monts, 1954. La ville est au cœur d'une période de développement et de croissance économique. Dans les maisons, le cœur est à la fête. Les familles assistent graduellement à l'apparition de nouveautés dans tous les domaines d'activité économique. Coopératives d'agriculture, de pêche et de foresterie, artisanat domestique, coopératives de services, d'habitation, de loisirs, d'électrification et de transport. En quelques années seulement, une petite étincelle de changement donnera lieu à une véritable réforme sociale. Mais quels sont les éléments à l'origine de cette période marquante de notre histoire? La création de la jeune chambre de commerce de Sainte-Anne-des-Monts en 1958 constitue un premier élément de réponse. Le but de la jeune chambre est d'offrir à tous les jeunes entrepreneurs et professionnels du milieu un endroit où se rencontrer, échanger des conseils, améliorer leurs connaissances et donc avoir de meilleurs outils pour s'impliquer plus efficacement dans le développement économique et la vie communautaire. Avec une association comme la Jeune Chambre de commerce pour encourager les jeunes entrepreneurs et autres professionnels de Sainte-Anne-des-Monts, le contexte est favorable à la prise d'initiative. Plusieurs membres et fondateurs de chez nous s'impliquent donc avec confiance dans notre municipalité. Alors que certains affirment que la Jeune Chambre de commerce offre à ses membres le pouvoir et les outils pour renverser certaines décisions municipales, d'autres considèrent plutôt cette association comme un simple club social pour se retrouver entre amis. Une chose est sûre, les nombreux clubs et associations en vigueur dans les années 50 et 60 sont de véritables moteurs d'implication sociale et de développement pour la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Mais quels sont les autres facteurs qui assurent le développement et la croissance dans notre ville? Au cours de la même période, on peut reconnaître l'implication du clergé dans la vie communautaire comme un élément clé du développement économique et social de Sainte-Anne-des-Monts. En plus de veiller sur l'Église locale, d'assurer la liturgie, l'enseignement de la foi catholique et le service aux plus démunis, il n'est pas rare de voir les autorités religieuses s'impliquer dans de nombreuses initiatives communautaires. C'est par exemple le cas de la Société Richelieu Internationale, qui a été fondée à Ottawa en 1944 suite à une conférence donnée par le prêtre Louis Lachance, alors que ce dernier préconise la formation de nouveaux clubs de service, dont la mission consiste à se mettre au service de la francophonie et de la jeunesse. Dans le respect de ses valeurs et de sa devise, la Société Richelieu est d'ailleurs de passage lors d'un congrès au Gîte du Mont-Albert quelques années plus tard, rassemblant ainsi de nombreux citoyens, hommes politiques et membres du clergé. Le Grand Bazar est un autre exemple qui démontre bien de quelle façon le clergé est impliqué dans la vie et les activités communautaires. Bien que nous ayons peu d'informations sur l'événement en question, ces images tirées des archives démontrent bien la grande portée sociale de l'événement, ainsi que la participation de plusieurs figures religieuses éminentes. À Sainte-Anne-des-Monts, le premier défilé de la Saint-Jean a lieu en 1912. Et sa popularité démontre à quel point les gens ont à cœur de participer à son organisation année après année. Dans les années 1960 et 1970, cette tradition religieuse devient graduellement un symbole de l'affirmation nationale québécoise, devenant par la même occasion un point de convergence pour les grands rassemblements politiques, sociaux et culturels. Cette fête demeure à ce jour un des rendez-vous annuels majeurs de la collectivité québécoise. On l'appelle d'ailleurs Fête nationale depuis 1977. Tout comme les clubs et autres associations professionnelles,
L'implication du clergé dans la vie communautaire et le respect des traditions religieuses ont contribué pendant longtemps à la création et au maintien d'un tissu social et culturel à Sainte-Anne-des-Monts. Malgré la croissance effervescente et l'esprit de communauté qui caractérise notre ville, la Gaspésie est toujours perçue comme une région sous-développée par le gouvernement fédéral. C'est du moins une idée exprimée par un représentant du gouvernement de Diefenbaker dans un discours politique prononcé le 3 mars 1962 au Théâtre Caribou, alors que celui-ci tente de convaincre les Gaspésiens que le Parti conservateur peut faire beaucoup plus pour le développement économique de la région. La Gaspésie, c'est connu, est une région économiquement faible, une région sous-développée. Il importait donc qu'un gouvernement réalisant un jour ce fait ait reconnu que s'il était important d'apporter une aide financière à des pays sous-développés à l'étranger pour aider à maintenir la paix dans le monde, il était également important d'aider les régions sous-développées de notre pays pour mettre en valeur toutes ces richesses naturelles. Et des richesses naturelles inexploitées, il y en a tellement en Gaspésie. On a longtemps fait valoir l'argument de non-rentabilité pour remettre aux calendes le projet du chemin de fer de la Gaspésie. Mais il semble qu'on ait oublié que le Canada, s'il est ce qu'il est aujourd'hui, c'est grâce à l'esprit d'entreprise de nos ancêtres qui, eux, n'avaient guère souci de la rentabilité immédiate. À une époque où le dossier du chemin de fer traîne déjà depuis 50 ans et où de nombreuses promesses ont été rompues, les gens de Sainte-Anne-des-Monts sont peu impressionnés par le discours du politicien et croient davantage en leurs propres moyens d'assurer le développement économique et la prospérité de leur région comme l'ont fait les générations précédentes avant eux. Mais cet esprit d'initiative, d'engagement et de coopération que les Annemontois ont développé au fil des années est à présent menacé, car de profonds changements politiques et économiques se préparent à l'horizon. À partir de 1970, suite aux investissements considérables du gouvernement dans notre région, un changement radical de climat social, politique et économique se présente, entraînant la croissance du pouvoir accordé au système politique par le peuple, la laïcisation des mouvements coopératifs et le retrait graduel de la religion dans les communautés. Dans une région où la rentabilité économique est désormais au cœur de toutes les décisions, causant ainsi la fermeture de nombreux commerces et l'exode des jeunes vers les grands centres, plusieurs questions se posent aujourd'hui pour les habitants de Sainte-Anne-des-Monts. Comment pouvons-nous revaloriser l'implication sociale? Comment redonner le goût aux citoyens de prendre part au développement de leur communauté? Une piste de réponse se trouve peut-être du côté des organismes communautaires. Grâce à un réseau solidaire, un esprit de coopération remarquable et un coup de pouce des commerçants locaux, nos organismes communautaires révèlent l'essence même de notre communauté. En plus de stimuler la vie municipale, les organismes communautaires et les initiatives culturelles permettent de répondre aux besoins de la population, d'honorer les traditions et de couvrir des zones qui ne sont pas prises en charge par le système gouvernemental et les institutions actuelles. Avec les nombreuses initiatives communautaires et culturelles que l'on retrouve à Sainte-Anne-des-Monts à notre époque, il semble que nous arrivions à incarner certaines valeurs d'engagement social qui honorent le parcours de nos ancêtres. Mais dans un contexte d'austérité et de coupures budgétaires, est-ce que ces efforts sont suffisants pour surmonter les contraintes et assurer la croissance de notre milieu? Si l'on regarde en arrière, il y a 3 facteurs qui semblent avoir assuré le développement fulgurant de Sainte-Anne-des-Monts dans les années 50 et 60. Le premier facteur est l'accent qui a été mis sur les mouvements d'éducation populaire. Le deuxième est l'intégration de toutes les forces coopératives en une structure unifiée. Le dernier est la prise en charge des mouvements coopératifs par les citoyens, qui ont littéralement devancé les initiatives du clergé et du gouvernement pour mettre en place par eux-mêmes tout ce dont leur communauté avait besoin pour se développer et devenir prospère. Par leur exemple, nos anciens nous ont légué un système de valeurs et un modèle de réussite qui nous permettent aujourd'hui de regarder le présent en face et de nous demander ce que nous voulons pour l'avenir de notre communauté.
car c'est à nous qu'incombe à présent la responsabilité de créer les conditions de croissance de notre milieu, comme les générations précédentes l'ont fait avant nous, afin de transmettre aux générations futures une communauté prospère, pleine de vitalité, et passer ainsi du souvenir au devenir.